Et rebonjour, notre rédacteur en chef aujourd'hui, Florian Philippot, bonjour. Bonjour. Vice-président du Front National. Alors tout le monde semble se positionner autour du Front National ou par rapport au Front National. Valls est contaminé par les idées de Marine Le Pen, dit Jean-Luc Mélenchon après un été parsemé de polémiques. Voile, réforme pénale, regroupement familial. Alors, Valls est-il contaminé par les idées de Marine Le Pen ? Le mot contaminé n'est pas très sympathique, je dirais influencé. Malheureusement non. Malheureusement non. On avait dit la même chose, souvenez-vous de Nicolas Sarkozy ou de Claude Guéant, il fut un temps, ça n'était pas plus le cas. Parce que si c'était le cas, il rétablirait une politique d'instauration de l'ordre républicain en France, sur chaque mètre carré du territoire national. Il serait en train de dissoudre l'espace Schengen pour rétablir des frontières, pour que la France puisse maîtriser ses frontières face à la criminalité internationale, face au trafic de drogue. Il serait en train de construire les places de prison qui manquent en France. Ça n'est pas le plus carcéral, mais voilà. Donc évidemment, non, il n'est pas malheureusement contaminé. Il fait de l'agitation médiatique, on connaît ça. Nicolas Sarkozy nous y a habitués pendant 10 ans. Est-ce que vous prendriez Manuel Valls au Front National ? Ah bah non, on ne peut pas le prendre dans ces conditions, ça paraît compliqué. Le problème de Mélenchon, c'est que lui, en tout cas, reste contaminé par Mélenchon. Mélenchon est contaminé par Mélenchon et c'est pas très beau à voir parce que ce ne sont que des petites polémiques personnelles. Je vois que maintenant il s'attaque à son ami, entre guillemets, chef du Parti communiste, monsieur Laurent. Décidément, on n'entend parler de Mélenchon que dans des attaques personnelles et jamais dans les idées. Mais c'est vous qui avez parlé aussi de Mélenchon. En tout cas, Marine Le Pen dit « Je vais peut-être nommer Mélenchon responsable de la communication du Front National ». Vous entendez quoi par là ? Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il nous fait une publicité extraordinaire. Jean-Luc Mélenchon démontre que nous sommes effectivement le centre de gravité de la vie politique française, comme nous le disons. Il va falloir d'ailleurs que François Hollande revoie son appréciation, puisqu'il nous avait dénié ce titre lors de son intervention le 14 juillet. Bien sûr que si, nous sommes au centre de gravité. Vous l'avez dit vous-même, et on l'a vu pendant tout cet été. Tout le monde se positionne par rapport à nous sur la sécurité, mais aussi sur les questions européennes, sur les questions, et demain sur la question des retraites, parce que nous serons les seuls à proposer une réforme alternative. Et évidemment, Jean-Luc Mélenchon est un bon directeur de la communication. Donc vous allez le prendre ? Bah oui, moi je suis vice-président à la stratégie et à la communication, donc il serait dans mes services. Je peux lui préparer un petit bureau, on l'attend. Ça va lui plaire. On va voir. Je serai bien traité. On va voir s'il pourrait être votre responsable communication. Mélenchon dit également le gouvernement mène une politique de droite. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Non, pas plus de droite, d'ailleurs que de gauche, parce que vous savez que je ne crois plus, nous ne croyons plus à ce vieux clivage complètement dépassé. Il mène une politique sur les rails de l'Union européenne, de ce que veut la Troïka européenne, Banque centrale, Commission européenne, FMI. Comme le précédent, c'est une politique qui ressemble beaucoup à celle que menait Nicolas Sarkozy dans tous les domaines d'ailleurs, sécurité, politique étrangère, économie, retraite, etc., Europe bien sûr, et malheureusement ces gens-là font beaucoup de communication surtout. Voilà, c'est une politique de communication plus que de droite ou de gauche parce qu'ils n'ont plus les manettes. Alors, ils sont obligés de s'agiter. Ça donne un Montebourg, ça donne un Valls, ça donnait un Sarkozy. Et tout cela, ça ennuie profondément les Français parce qu'ils veulent de vrais dirigeants. De la communication, vous aussi, vous faites de la communication. Évidemment, parce qu'on est dans un monde médiatique. Oui. Mais la communication, ça n'est pas la fin en soi en politique. C'est pour faire passer un message. Mais le message, il doit être concret. Il faut qu'on propose des choses. Or, ces gens-là n'ont plus rien à proposer ni rien à faire parce qu'ils n'ont pas les manettes. Ils ont transféré la souveraineté du peuple français à des gens qui sont au-dessus de la France, qui sont essentiellement à Bruxelles et aussi à Washington un petit peu, et qui décident pour les Français. Alors évidemment, ils doivent compenser par de la communication à outrance, et d'autres sont atteints par un autre mal, c'est qu'ils n'ont plus d'idées. C'est l'UMP. Donc eux, ils remplacent la guerre des idées par la guerre des petits chefs, et ça n'est que cela. C'est le grand déballage, et ça va durer des années et des années, malheureusement pour eux, mais tant mieux pour le débat, parce que l'UMP n'apporte plus rien au débat dans la démocratie française. Vous dites exactement la même chose qu'Harlem Désir, il pourrait être peut-être votre responsable communication aussi. Non, lui, non, on n'en veut pas. Ah bon, pourquoi ? Oh, tout de même, il y a tout de même des limites. Qu'est-ce qu'il a ? Je ne suis pas sûr qu'il passerait les tests d'entrée pour arriver au Front National. Quel test ? C'est-à-dire qu'il faut un minimum de lucidité, il ne faut pas être complètement déconnecté des réalités, et j'ai le sentiment qu'Harlem Désir, il les vit encore dans les années 80, je l'avais dit. C'est son parcours qui vous dérange ? Non, il a la tête farcie de fantasmes. Voilà, il a la tête farcie de fantasmes, il n'arrive pas à décrocher des années 80, il croit toujours qu'il est au temps de la Mitterrandie et qu'il est patron de SOS Racisme, etc. Et donc il n'est plus du tout connecté aux réalités du peuple français. Il consacre une université d'été à La Rochelle à parler du Front National. Alors qu'en France, il y a un chômage de masse, une insécurité grandissante, un problème de pouvoir d'achat, un problème des retraites, un problème avec l'Europe.
Et il consacre, en tant que parti majoritaire qui soutient le gouvernement en place, son université au Front National. Merci pour la publicité. À ce titre, oui, il pourrait être adjoint de Mélenchon dans la direction de la communication, mais sur le plan des idées, c'est quand même ras des pâquerettes. Bon. On lit habillé pour les verbes. Maintenant, on va passer aux commentaires des grands titres de l'actualité. Vous, en tant que rédacteur en chef, vous allez classer 4 titres de l'actualité que nous avons choisis pour vous. Le premier, ce sont les ultimes concertations sur les retraites. Jean-Marc Ayrault reçoit les partenaires sociaux, ça a lieu en ce moment même. Deuxième titre, le ras-le-bol fiscal des Français. Pierre Moscovici s'inquiète du ras-le-bol fiscal, mais dans le même temps, le gouvernement crée une taxe de plus, la contribution climat-énergie. Troisième titre, en Syrie, le pied de nez de Bachar el-Assad. Les accusations occidentales sont insensées. L'intervention occidentale est vouée à l'échec, dit-il dans un journal russe. Et puis, quatrième titre, ce matin, la cigarette électronique est-elle aussi dangereuse que la cigarette classique? 60 millions de consommateurs tirent la sonnette d'alarme, 1 million de Français l'utilisent. Alors, que mettez-vous en une? Les retraites. Les retraites. Alors, CSG ou cotisation, rien n'est encore décidé sur les retraites, dit Jean-Marc Ayrault. Et vous feriez quoi? Enfin, ce qui est quand même décidé, c'est donc une augmentation des impôts. Et puis j'ai cru comprendre aussi en écoutant le Premier ministre un allongement encore de la durée de cotisation pour avoir une retraite pleine, alors que les gens sont déjà licenciés, notamment dans le privé, à 54 ou 55 ans, ce qui est un gros problème en France. Donc ça n'a absolument plus aucun sens. Je choisirais une autre voie. Et nous allons proposer, et nous, de manière détaillée en septembre, on sera les seuls dans la vie politique française à proposer une vraie alternative. Il manque 7 milliards pour les retraites. Voilà. Et on nous explique qu'il faudrait évidemment recréer des taxes, augmenter la CSG aussi pour les retraités, travailler plus longtemps. C'est une arnaque. Ça fait 20 ans qu'on fait ce type de réforme. C'est à la fois inefficace et injuste. Deux choses. Un, de vraies économies. Moi, je veux bien qu'on demande des efforts aux Français et aux retraités seulement le jour où on aura fait les économies qui s'imposent. Or, on ne les fait pas. Vous les faites où, les économies? Alors, je les fais par exemple sur la fraude sociale. C'est 20 milliards par an d'après un rapport parlementaire. Il y a des mesures très concrètes à prendre, comme la mise en place par exemple d'une carte vitale biométrique. Je les fais sur la fraude fiscale, parce qu'on ne va pas véritablement rechercher les gros fraudeurs. Je les fais également sur l'immigration, parce que je veux bien qu'on nous explique que ça rapporte de l'argent. Zéro immigré en France? Non, ça ne veut pas dire grand-chose. Zéro immigré, c'est arrêt de l'immigration. Oui, donc arrêt de l'immigration. On ne fait plus entrer du tout d'immigrés en France. Oui, on sera à 10 000 par an, parce que c'est un seuil incompressible, et puis il peut y avoir des talents qui viennent en France pour faire rayonner notre pays. Mais on passe de 200 000, chiffre sous l'UMP et sous le PS, à 10 000. Et puis c'est l'argent du système financier, du système bancaire, le renflouement des banques grecques, des banques portugaises, espagnoles, ça nous coûte extrêmement cher au nom de l'euro. On vient de décider un nouveau plan grec. Vous sortez de l'Europe? Non, on choisit. On fera un référendum pour la sortie de l'Union européenne. Oui, bien sûr, s'il faut sortir de l'Europe, on le fera sans aucun état d'âme parce que ça sera bon pour la France. Mais ça n'est pas aider les Grecs que de verser à fonds perdu encore de l'argent. Là, un troisième plan, on va encore déverser rien que pour la France 2 milliards d'euros. On a déjà déversé 70 milliards d'euros pour renflouer l'euro. On voit bien que ça ne sert à rien. C'est une monnaie qui nous fait très mal. Voilà des vraies économies à faire. Cette économie, vous pouvez les faire si la France sort de l'Union européenne uniquement. Pas sur tous les sujets, et puis d'autres, oui, en tout cas en réformant profondément l'Union européenne ou en sortant de l'Union européenne, si les Français en décident ainsi, bien sûr. Puis le deuxième axe pour les retraites, c'est relancer la machine économique et sociale. Faut créer de l'emploi. Comment vous créez de l'emploi, vous? On change de politique économique. C'est-à-dire on se remuscle dans la mondialisation, on retrouve des muscles. Mais alors, il n'y a pas grand-chose, ça vous fait quoi, je vais vous expliquer. Les muscles, c'est des frontières intelligentes. Ça s'appelle des droits de douane, ça s'appelle des quotas d'importation. C'est ce que font tant de pays dans le monde. C'est vrai que c'est interdit encore une fois par l'Union européenne, mais il ne faut pas s'y soumettre parce qu'il y a une concurrence déloyale et qu'on est les seuls dans le monde à ne pas se protéger du tout, à laisser grand ouvert les frontières. Et puis, les muscles, c'est un État stratège qui puisse faire du patriotisme économique. J'ai lancé cette idée avec le Front National cet été, c'est la loi Achetons français. Quand on découvre que la SNCF, opérateur 100% public, a passé un marché avec une entreprise américaine alors qu'il y avait une entreprise française en lice, c'est scandaleux, parce qu'elle est possédée à 100% par l'État. Et puis les muscles, c'est une monnaie nationale. Voilà, la monnaie. On vit en francs. Progressivement, il faut dissoudre cette erreur tragique et stratégique qu'a été l'euro, et il faut revenir à des monnaies nationales beaucoup plus performantes, beaucoup plus fines, beaucoup plus adaptées à notre réalité. Voilà comment on financera des retraites et on pourra rester à 40 ans de cotisation. Voilà, le reste, il y a beaucoup de mensonges qu'il faudra démonter. Actualité numéro 2. La Syrie. La Syrie, est-ce qu'on intervient? Est-ce que comme François Hollande, vous pensez qu'il faut intervenir? Ou est-ce que comme Barack Obama, vous hésitez? Qu'est-ce que vous faites? Mais j'attends, moi, la vérité. Je vais pas. Vous faites comme eux, en fait. Écoutez, il y a une inspection de l'ONU qui doit s'y rendre. Je ne suis pas très confiant parce que hier, le ministre britannique des Affaires étrangères nous a expliqué que de toute façon, probablement que les preuves avaient été détruites. Donc,
quoi qu'il arrive, il gagne. Hein. Quoi qu'il arrive, si on trouve des preuves, Bachar al-Assad sera coupable. Si on ne trouve pas de preuves, il sera quand même coupable parce qu'en fait, il aura détruit les preuves. Donc je n'aime pas beaucoup cette manière de faire. Il faut la vérité parce que moi, je n'ai pas oublié les erreurs du passé et les mensonges du passé sur la guerre en Irak. Hein, est-ce que vous pensez qu'on est légitime à intervenir en Syrie? Non, je pense qu'on ne l'est pas. Non, on ne l'est pas du tout. Les petites fioles de M. Powell à l'ONU pour nous expliquer en 2003 qu'il fallait attaquer l'Irak parce qu'il y avait soi-disant des armes de destruction massive, c'était un mensonge. Je n'ai pas oublié non plus les mensonges de 90. Hein. On nous disait que l'Irak, c'était la 4e armée du monde. Je n'ai pas oublié non plus la Libye où on a fait n'importe quoi. Veut-on mettre ou pas au pouvoir les islamistes radicaux, hein? Bachar el-Assad, ça n'est pas mon ami. Mais la situation est plus complexe que cela. En face, on a les islamistes radicaux, on a la charia. J'ai pas très envie non plus qu'ils se retrouvent au pouvoir, ne serait-ce que pour les Syriens, ne serait-ce que pour les chrétiens de Syrie, ne serait-ce que pour les alaouites, ne serait-ce que pour les femmes. Et donc d'un mot, en Égypte, vous soutenez le général al-Sassi et pas les frères musulmans, très clairement. Je ne soutiens ni l'un ni l'autre. Je ne soutiens pas, c'est vrai, les frères musulmans en tout cas, parce qu'ils saignent la population égyptienne. Actualité numéro 3. La question fiscale. Le ras-le-bol fiscal, vous le mettez qu'en 3e position. Vous pensez que ce n'est pas une préoccupation majeure des Français? Si, je pense que c'est une préoccupation essentielle. Simplement, je veux là aussi déminer les mensonges. Parce que j'ai entendu M. Copé nous dire ils augmentent les impôts, c'est vrai. Mais eux, ils ont créé, entre 2007 et 2012, 25 taxes. 25 taxes. Les prélèvements obligatoires ont monté fortement aussi sous Sarkozy et ça continue sous Hollande parce que ces gens-là n'ont pas d'autre solution que la gestion de la pénurie. Donc vous baissez les impôts, par exemple? Non, on relance. Pas, dans un premier temps, ce serait impossible. Il ne faut pas mentir aux gens. On pourra le faire très vite. Mais d'abord, on rétablit la justice fiscale. Oui, on fait un impôt sur les sociétés progressif que nous avons promis, que Hollande d'ailleurs avait promis aussi qu'il n'a pas mis en place, qui pourra aider nos PME. On met un impôt sur le revenu beaucoup plus progressif aussi pour soulager les classes moyennes. Mais d'abord, il faut relancer la création de valeur et de croissance et de richesse en France. Sinon, on s'en sortira pas. Ça fuira toujours de toutes parts et on jouera au plombier. Et le problème, c'est que eux, ils sont plombiers avec un marteau, donc ça ne marche pas et ça fait mal. Avec ce marteau, on tape sur la tête des Français, toujours sur la tête des mêmes. Et évidemment, ça n'est pas une solution. Relancer la machine, c'est la politique économique de patriotisme économique dont je vous parlais. C'est la seule qui permettra de sortir de ce long tunnel de l'austérité et de la surfiscalité. La surfiscalité, donc les impôts ont atteint un seuil fatidique. Finalement, vous êtes d'accord avec la Commission européenne, vous êtes d'accord avec Bruxelles, ça a du bon de l'Europe, vous voyez. C'est un fait et ça n'est pas tout à fait récent, mais je me moque éperdument de ce que dit Bruxelles. Mais totalement de ce que dit la Commission européenne, qu'elle dise quelque chose. Mais vous dites la même chose, non, mais qu'elle dise quelque chose ou l'inverse, même si elle me disait demain que les nuages sont blancs et le ciel est bleu, je n'écoute pas, je m'en moque totalement. Cette institution est totalement illégitime, elle n'a aucune légitimité et je lui dénie tout droit d'intervenir dans les affaires françaises, même de les commenter. Qu'il se taise, c'est un vague secrétariat général qui doit gérer normalement une institution technique qui est l'Union européenne et ces gens-là ont été désavoués par le vote des Français en 2005, je le rappelle, au référendum. Ils n'ont aucune légitimité, ils ne sont pas élus. Stop. Un mot sur la cigarette électronique. Vous fumez pas. Marine Le Pen fume la cigarette électronique. On a vu les photos. Oui, moi j'ai la seule bonne solution, c'est ne pas fumer en réalité. Qu'est-ce que vous en pensez de cet avertissement qui tombe maintenant alors qu'1 million de Français l'utilisent? Oui, je crois que ça reste, je ne suis pas expert, je pense que ça reste toujours préférable à la vraie cigarette, ne serait-ce que pour lutter contre le tabagisme passif. Au moins, il n'y a pas de tabagisme passif. Continuons d'enquêter, faisons le tri aussi, si j'ai bien compris cette enquête. Il y a des cigarettes électroniques plus performantes que d'autres, et surtout, imposons un étiquetage plus précis. Je crois que c'est là surtout le problème. Mais cessons de faire croire aussi aux Français que la solution, ce serait simplement d'augmenter sans arrêt le prix du paquet de cigarettes. On voit que ça n'est pas très efficace. On résume donc votre ordre. En numéro 1, les retraites. En 2, la Syrie. En 3, la fiscalité. En 4, les cigarettes. Merci Florian Philippot. Merci à vous. Très bonne journée à vous. Très bonne journée à tous. À demain.